Bienvenue à Essaouira où du 13 au 15 juin s'est tenu le 17e festival Guenawa, musique du monde. En marge des concerts populaires, le Conseil national des droits de l'homme a co-organisé un forum sur le thème Afrique Avenir. Driss Yezami dirige depuis sa création le CNDH, institution qui remplace le défunt Conseil consultatif des droits de l'homme créé en 1990 par le roi Hassan II. L'Afrique à venir, c'est le thème donc de ce colloque qui a réuni diverses personnalités des deux rives du Sahara pendant donc 3 jours à Essaouira. Comment le continent doit-il capitaliser cet agenda mondial qui lui est plus que favorable, Driss Yezami? Écoutez, en multipliant les espaces de débat, comme ce forum que nous venons d'organiser, en multipliant aussi les partenariats économiques, comme c'est déjà en partie le cas entre Africains, entre acteurs économiques africains, en multipliant aussi les occasions pour la société civile de se retrouver, et en essayant, me semble-t-il, sur certaines questions essentielles, comme par exemple l'école, la condition des femmes, les modalités de réconciliation, entreprendre des projets communs. Ce que nous faisons par exemple au Conseil national des droits de l'homme, c'est avec des pays comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Mali, l'Afrique du Sud, la Tunisie aujourd'hui, réfléchir par exemple sur comment on peut avoir une vague africaine des commissions vérité et réconciliation. On a une vague latino-américaine. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est l'heure de l'Afrique, par exemple, dans ce domaine, d'apporter encore plus à elle-même et à l'humanité. Alors comment le Maroc, quel rôle le Maroc entend-il jouer pour renforcer justement cet axe avec l'Afrique subsaharienne? Écoutez, en retrouvant de manière encore plus éclatante ces racines africaines. D'où l'importance, par exemple, d'avoir les historiens que nous avons pu écouter durant ce forum. Aussi en se préparant à accueillir l'autre. D'où c'est le sens de l'opération de régularisation et de manière générale de la nouvelle politique migratoire que le Maroc est en train d'entreprendre dans la difficulté, mais que nous voulons réussir. C'est aussi en multipliant les initiatives dans le cadre d'une stratégie globale qui a été renforcée avec un nouveau souffle, une nouvelle dynamique par les voyages de Sa Majesté le Roi en Afrique subsaharienne. Alors au-delà du changement du sigle, on est passé du CDDH au CNDH. Qu'est-ce qui a évolué dans l'engagement du Maroc en termes de droits de l'homme aujourd'hui? Écoutez, c'est d'abord une constitution adoptée en 2011, en juillet 2011, qui a intégrer toutes les recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation. Et nous avions fait au Maroc, entre 2004 et 2006, une commission vérité qui avait publié un rapport avec des recommandations pour garantir la non-répétition des violations graves des droits de l'homme. Elles sont aujourd'hui dans la Constitution, 60 articles sur les droits de l'homme. Maintenant, nous sommes à la deuxième phase, qui est celle de mettre en œuvre ces dispositions constitutionnelles. D'où cette session parlementaire actuellement en cours et les deux qui vont se succéder d'ici la fin 2014, vont adopter des lois sur la justice, l'indépendance de la justice, des lois sur la presse, plusieurs lois sur la parité et l'égalité, hommes-femmes, et enfin un certain nombre de dispositions importantes pour des catégories vulnérables, 3 lois sur l'immigration et l'asile, et des lois sur les personnes en situation de handicap et les enfants. Alors, quelle satisfaction le militant que vous êtes, et vous êtes certainement sans doute demeuré, a-t-il tiré de cette commission sur la réconciliation et l'équité? Écoutez, il n'y a pas de voix dans nos sociétés. Toutes nos sociétés connaissent à un moment ou à un autre. Et il y a des exemples que l'actualité nous fournit malheureusement, une actualité tragique. Toutes les sociétés peuvent être traversées à des moments par des conflits politiques graves. Il n'y a pas d'autre solution que, d'essayer de les gérer pacifiquement, de s'asseoir pour les regarder en face et essayer d'en tirer des leçons. Je dis souvent que la réconciliation, ce n'est pas le consensus. C'est la capacité collective de gérer pacifiquement nos dissensus. Donc il faut regarder nos difficultés en face, il faut trouver des modalités de réconciliation qui se passent par le dialogue, par la reconnaissance des torts, parfois des crimes aussi qui ont été commis, parfois des crimes graves qui ont été commis à des moments, et essayer d'en tirer des leçons institutionnelles, pas simplement une justice, disons, vengeresse, une justice... La justice pénale est tout à fait légitime. Il y a des victimes qui peuvent avoir recours à la justice pénale nationale, voire internationale. Nous le vivons dans avec la CPI. Avec la CPI. Mais fondamentalement, ce n'est pas la seule solution. Des victimes ont légitimement droit à cela, mais c'est en essayant de voir les réformes structurelles
qu'il faut mettre en place au niveau constitutionnel, au niveau des lois, des institutions. Et c'est aussi le rôle en multipliant des instances comme le Conseil national des droits de l'homme. Vous savez qu'il y a un réseau africain des institutions nationales des droits de l'homme, ouais. et un de nos objectifs, il y a un réseau francophone des institutions nationales que j'ai l'honneur de présider pour ce mandat. Et un des objectifs, c'est de renforcer ces institutions nationales qui peuvent être des intermédiaires entre la société et l'État. Alors, grâce à un rapport, sur la base du rapport que le CNDH a remis à Sa Majesté Mohamed VI, le 9 septembre 2013, une loi sur les migrations a été adoptée, vous la mentionnez tantôt, 1500 personnes de 97 nationalités ont été régularisées. Alors, est-ce une volonté politique réelle, justement, de parvenir de faire évoluer ces questions de migration, ou est-ce une pression de l'Union européenne, car on sait très bien que l'Union européenne compte sur certains pays pour réguler les flux migratoires vers le nord? Écoutez, sérieusement, la veille du rapport que nous avons publié et du soutien royal que ce rapport a eu, l'Union européenne a signé un rapport avec un accord avec le Maroc qui ne prévoyait absolument pas cette politique. L'Union européenne, pour elle, il s'agit d'arrêter les flux. Or, ce que nous essayons de faire, c'est une opération de régularisation exceptionnelle. Donc, il y a eu les quelques centaines qui ont été régularisées, mais, 1500, mais il y a une commission de recours, il y a 16 000 dossiers déposés, une commission de recours qui va travailler ces semaines-ci, que je vais avoir l'honneur de présider, pour régulariser le maximum de personnes. De ces 3 lois qui sont en cours de préparation, une loi sur la traite, une loi d'intégration et une loi pour l'asile. Si on fait une politique d'intégration, et c'est aussi l'égalité totale des droits. Par exemple, la Constitution marocaine prévoit pour les étrangers en situation légale de pouvoir voter aux élections municipales. Et l'année prochaine, nous avons des élections municipales en 2015. Donc j'espère que l'année prochaine, nous verrons des milliers de nouveaux concitoyens voter. Donc ce n'est pas simplement arrêter les flux, réguler les flux. C'est les intégrer, c'est mieux intégrer ces nouveaux arrivants. C'est aussi, pour moi, sérieusement, c'est en même temps ancrer dans la vie d'aujourd'hui, dans l'avenir, notre part africaine. Il y a déjà 10 000 étudiants d'Afrique subsaharienne. Il y a dans tous les quotidiens marocains d'expression française, vous avez des dizaines de journalistes, déjà qui sont excellents. Donc ce n'est pas simplement une opération de contrôle des flux, c'est une opération de prise en compte d'une mutation essentielle aujourd'hui, qui touche le Maroc, mais qui touche beaucoup de pays, dont beaucoup de pays africains, c'est l'immigration sud-sud. Les migrations africaines sont d'abord intra-africaines, avant d'être sud-nord. Donc nous avons une grande tradition de mobilité. Cette mobilité est une richesse, de mon point de vue, extraordinaire. Elle peut nous aider toutes les sociétés africaines à se transformer et à gagner. Ce n'est pas simplement de nouveaux acteurs économiques que nous allons gagner, c'est de nouveaux citoyens. Alors, quel modèle de société, dressé à les amis, construit-on avec ces nouveaux arrivants dans un pays où la dimension religieuse se confond avec la dimension politique? Écoutez, il y a bien évidemment vous savez qu'il y a certaines églises aujourd'hui, catholiques comme protestantes. Il y a bien évidemment une partie de ces migrants qui sont musulmans, mais d'autres sont chrétiens. Et il y a des églises qui retrouvent de nouveaux fidèles. Donc les églises chrétiennes qui avaient commencé à perdre de leurs fidèles suite à la décolonisation, aujourd'hui on retrouve des nouveaux fidèles et certaines églises demandent à être agrandies. Donc c'est une transformation du paysage, de la société en profondeur. C'est une transformation, c'est une accentuation de la diversité du pluralisme religieux marocain et africain de manière générale. Alors, la régulation qui est donc un acte politique et l'intégration qui doit plutôt être un acte qui part de la base. Comment les populations ont-elles été intégrées ou associées à ce processus? Écoutez, c'est d'abord, de mon point de vue, de faire des migrants eux-mêmes des acteurs de cette politique d'intégration. C'est pour ça qu'un des axes qui va se passer ces jours-ci, c'est la régularisation des associations de migrants. Deuxièmement, nous avons commencé à signer, comme Conseil national des droits de l'homme, des conventions de partenariat avec eux. Une de nos difficultés, par exemple, c'est de convaincre les personnes qui sont dans les forêts, aux côtés des frontières de Ceuta et de Melilla, de sortir de ces forêts, d'essayer d'échapper au réseau de trafic et de rentrer dans la régularisation, au lieu de se jeter sur ces barrières et parfois de perdre la vie. Et donc, nous faisons cela avec des associations de migrants eux-mêmes.
Donc il faut que les migrants soient partie prenante. Ouais. Et deuxièmement, il faut aussi que la société marocaine, qui est une société comme toutes nos sociétés, qui a des difficultés économiques et sociales, chaque année, il y a 180 000 jeunes Marocains qui viennent sur le marché du travail. Donc il faut aussi qu'elle soit partie prenante. Et je pense il peut y avoir des tensions, mais en même temps, il y a des signes positifs dans la société marocaine. Par exemple, nous avons, à ma connaissance, le seul syndicat en Afrique qui avait une section syndicale de migrants sans papier depuis des années. C'est atypique. C'est absolument atypique, au sud comme au nord. Alors, pendant 2 ans, Driss Yazami, le Maroc et l'Algérie vont siéger au Conseil national des droits de l'homme des Nations Unies. Hein, et on sait ce qui vous oppose depuis très longtemps. C'est la question des droits de l'homme au Sahara. La collaboration, je présume, ne va pas être une partie de plaisir. Écoutez, ça c'est une affaire de gouvernement. Au Conseil des droits de l'homme de Genève, ce sont les gouvernements qui siègent. Le Conseil national des droits de l'homme, pour sa part, intervient à chaque fois que le gouvernement marocain est interpellé sur la question des droits. Nous avons aujourd'hui la possibilité, grâce aux avancées, d'intervenir de manière parallèle. Et nous faisons notre travail. Vous pouvez voir sur le site du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et du Haut Commissariat aux droits de l'homme que nos interventions sont indépendantes du gouvernement marocain, sont différentes de celles du gouvernement marocain, ce qui fait un peu de notre crédibilité, je pense. Donc, pour moi, le Conseil national des droits de l'homme doit continuer à faire son travail de monitoring, de surveillance de l'état des droits de l'homme au Maroc, de dire exactement de manière précise ce qui ne va pas et de proposer des réformes comme en témoignent tous nos rapports. Le militant que vous êtes n'a pas perdu de son déterminisme, alors? Non, mais écoutez, c'est la détermination du militant reçu, c'est la détermination des membres du Conseil, c'est aussi la détermination des membres des 13 commissions régionales dans celle du Sahara. Nous avons 3 commissions régionales actives, dont par exemple la crédibilité, l'efficacité, l'ouverture et le pluralisme ont été reconnus par M. Ban Ki-moon, par Mme Navi Pillay, par l'ensemble des ONG internationales. Notre rôle, c'est de faire notre travail, parce que nous avons accompli beaucoup, mais il reste beaucoup à faire. Vous êtes donc un homme satisfait? Non, je suis un homme... vous savez, il y a un grand romancier palestinien qui a disparu, Emile Habibi, qui a fait un roman qui s'appelle L'Optimiste. C'est l'articulation du pessimiste et de l'optimisme. Donc vous êtes entre les deux. Il faut travailler. Merci, Driss Yazami. Merci de votre invitation.